au programme de cette session, je vais vous présenter le document cadre, qui est la synthèse du groupe de travail de microbiologie et ensuite on verra l'organisation du laboratoire, de 2 ESR. D'abord l'ESR N de Nancy, avec la présence du professeur Evelyne Schforer et ensuite l'organisation du laboratoire de l'ESR R de Besançon, avec la présence du docteur Isabelle Patry et professeur Quentin Lepiller. Ensuite, ça nous permettra d'avoir encore une demi-heure pour la discussion et les échanges. Donc ce document, il a été rédigé dans le cadre d'un groupe de travail animé par la mission Coreb, conformément à sa lettre de mission émise par la DGS. Et donc ici, on va parler vraiment de la métropole. Les spécificités outre-mer, elles n'ont pas été traitées dans ce document parce qu'il y a des travaux qui sont prévus avec les microbiologistes et les cliniciens concernés dans ces territoires d'outre-mer. Donc l'objectif de ce document, c'était de déterminer un référentiel minimal pour les laboratoires des ESR-R qui permet de délimiter les missions et les attendus pour les diagnostics d'un patient suspect de FHV ou un peu plus large, suspect d'infection pathogène REB. Donc ça correspond à un cahier des charges vers lesquels les ESR devront se conformer avec un calendrier des échéances qui resteront à définir. Donc on est parti du fait que la prise en charge d'un patient suspect d'une infection REB nécessite une réponse rapide devant le risque de perte de chance d'un patient privé de l'accès à l'ensemble des soins dans l'attente d'une levée de doute, et aussi le risque pour les personnes contacts, dont les soignants. Donc la biologie, elle est indispensable à la décision clinique qui guide les soins du patient. Voilà. Donc l'objectif, donc ce document, il est donc l'objectif, ici, c'était pour la prise en charge d'un patient suspect d'infection par un agent pathogène de groupe 4. On s'est dit qu'on avait besoin de rechercher d'abord les critères de gravité, biologique. Donc on a préconisé la réalisation de biologie courante, hem, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec notamment, des paramètres, de NUM avec l'hémoglobine, les neutraux, les lymphocytes, les plaquettes. Aussi un iono, une créate, une glycémie, azatalate, bili, lactate, CPK et une gazométrie pour, pareil, avoir des signes de gravité. Et ensuite, pour l'aide au classement de suspicion d'FHV, on a proposé d'éliminer 2 diagnostics différentiels qui sont la dengue et le palu. Et pareil, ces examens, on aimerait qu'ils puissent être réalisés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en biologie délocalisée, donc soit au LSB3, soit au lit du malade, selon l'organisation dans vos ESR. Ensuite, pour le diagnostic étiologique, on a élaboré une liste d'agents pathogènes REB, dont le diagnostic sera réalisé 7 jours sur 7, mais là, on n'a pas retenu de pathogènes qui nécessitent un diagnostic en urgence la nuit, en dehors de toute situation sanitaire exceptionnelle, et donc pour le moment, on a mis des horaires de 8 heures à 18 heures. Et cette liste correspond à un attendu minimal pour les ESR régionaux et nationaux. Donc je vous l'ai affichée ici, elle est disponible en annexe dans le document, le document cadre. Donc en cas de suspicion de FHV, ça ne change pas, la confirmation ou l'exclusion du diagnostic doit impérativement être réalisée par le CNR FHV qui a une astreinte 7-7 et 24-24, donc ils peuvent recevoir et techniquer les prélèvements à toute heure. Certains laboratoires de SRN souhaitent mettre en place une première technique sur site, simultanément à l'envoi au CNR, en utilisant des panels syndromiques qui sont disponibles sous forme de kits commerciaux. Pour le moment, ces kits ne sont pas validés pour le diagnostic, donc c'est vrai que l'idéal, ça serait de les faire confirmer par une deuxième technique de PCR simplex. Et donc en attente, bien sûr, de la levée de doute, toujours par le CNR. Quand il y a une épidémie qui survient, comme c'était le cas, pour une épidémie d'Ebola, en Afrique de l'Ouest en 2014, le CNR peut, en fonction de la souche, délocaliser les techniques dans les différents ESR et la CEBU. On a voulu isoler le cas particulier de la fièvre hémorragique Crimée-Congo, parce qu'on sait que le virus, il a été isolé en France hexagonale. Donc on a sollicité le CNR-FHV pour délocaliser les techniques de FHCC dans les ESR-N, en adressant bien sûr simultanément un échantillon clinique au CNR-FHV. On est en attente de leur retour.
Il y a un séminaire des CNR qui est prévu en novembre, auquel la Coreb est conviée, et en espérant qu'on pourra faire évoluer un peu le document à ce moment-là. Concernant les virus respiratoires, on s'est intéressé à la grippe zoonotique et au MERS-CoV. Pareil, actuellement, l'utilisation des panels syndromiques est possible avec un envoi des prélèvements positifs au CNR des virus des infections respiratoires. Donc là, on a mis 7-7 et 8h-18h aussi pour les ESR R et N. Et enfin, pour les orthopoxvirus, les ESR doivent pouvoir réaliser une RT-PCR orthopox et mpox. Et si la PCR orthopox elle est positive et la PCR mpox elle est négative, alors dans ce cas-là, envoyer l'échantillon au CNR orthopox virus pour rechercher spécifiquement la variole si la présentation clinique est évocatrice ou réaliser un autre diagnostic d'infection par un autre orthopox virus. Ensuite, 5 agents biologiques bactériens ont été retenus. Il y a le Clostridium botulinum, le Burkholderia, Bacillus anthracis, Francisella tularensis et Yersinia pestis. Donc, de façon générale, on a proposé la réalisation de panels syndromiques à des fins diagnostiques et non pas de recherche. Donc, il n'y a pas de validation microbiologique à l'état actuel des pratiques. Devant toute suspicion, 7 jours sur 7, de 8h à 18h. Et aussi la mise en culture, la réalisation de l'antibiogramme et l'envoi de la souche au CNR pour caractériser la souche dès que possible. Et donc, les ESR, en premier lieu les ESR N, doivent pouvoir se mettre en capacité de réaliser ces techniques pour ces bactéries. Je rappelle juste que l'identification et la réalisation d'un antibiogramme pour les agents pathogènes MOT sont dispensés de réglementation ANSM s'ils sont réalisés dans les 30 jours et s'il s'agit d'échantillons cliniques uniquement, sans besoin de souche témoin pour une opération de biologie. Et donc, si ces analyses elles sont signées par un microbiologiste, qu'elles sont réalisées dans un labo accrédité et qu'elles permettent d'éclairer le diagnostic et d'améliorer la prise en charge du patient, elles peuvent être réalisées sans demander d'autorisation supplémentaire à la NSM. Donc enfin, pour rappeler les missions de l'astreinte de microbiologie, on a donc retenu la réalisation de biocourantes délocalisées, soit au lit du malade, soit en PSM3 H24 7-7, la réalisation de 2 diagnostics différentiels pour la suspicion de FHV qui sont palus et dingues, et bien sûr en fonction des organisations de chaque ESR, on peut faire d'autres actes comme des PCR multiplex, des PCR maison, des cultures bactériaux. Et enfin, la troisième chose, c'est l'envoi des prélèvements vers d'autres laboratoires compétents, notamment les CNR Orthopox, FHV ou la CIBU qui ont des astreintes H24-7-7. Donc ce document, il sera amené à évoluer en fonction des événements, des alertes et d'éventuelles recommandations des sociétés savantes. Et on a un objectif de mise à jour au minimum annuel par le même groupe de travail qui est piloté par la mission Coreb et par la DGS. Et il est aussi nécessaire d'avoir un appui des ARS pour assurer la bonne intégration du capacitaire dans chaque organisation régionale. Et donc c'est pour ça que vous avez dû être sollicité par vos ARS pour faire un état des lieux justement du capacitaire de vos laboratoires de microbio dans la suite de la diffusion de ce document cadre. Donc maintenant, je vais passer la parole à mes collègues de Nancy. Merci pour l'introduction. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bien, merci. Donc en fait, l'invitation visait à faire un point sur notre réflexion en tant qu'ESR national articulée avec l'ESR régional. Donc on va présenter notre réflexion à partir d'un petit scénario focalisé sur les fièvres hémorragiques virales sur cette session. Et la parole après viendra sur l'ESR régional à Besançon avec mes collègues qui prendront le relais. Donc, on va contextualiser un petit peu cette question et diapo suivante, s'il vous plaît, vous dire comment nous nous sommes organisés. Donc, ce qui est important sur le plan de la biologie comme de la clinique, c'est qu'on travaille en collaboration interdisciplinaire avec une veille qui est faite et des sites
déclaration des alertes sanitaires d'une part et de la bibliographie d'autre part, à la fois par les infectiologues pilotés par François Goringer pour Nancy et ensuite à la fois bien sûr sur la biologie, avec l'idée de hiérarchiser les risques d'émergence sur la question de la fréquence, de l'occurrence de cas qu'on pourrait imaginer et de leur gravité, et en essayant quand même aussi d'être attentif aux mécanismes d'éclosion de ces émergences, parfois sur des données bibliographiques et aussi parce qu'on est affilié à des laboratoires de recherche qui s'intéressent en particulier à la microbiologie environnementale. J'en reparlerai un petit peu. Et pour les questions pratiques sur lesquelles vous êtes dans l'attente là, sur ce topo d'aujourd'hui, on déroulera notre organisation locale à titre d'exemple. Diapo suivante. Donc, sur ces risques, ben, certains sont prévisibles, hein. On a depuis longtemps, en dehors des fièvres hémorragiques virales, entendu parler des risques des grippes aviaires ou des coronas, ce qui a été prouvé il n'y a pas bien longtemps. Mais on a aussi des risques mal identifiés, en particulier pour les fièvres hémorragiques virales. C'est difficile de prévoir ce qui pourrait nous arriver. Et pour ça, on va travailler sur des modèles, et en particulier des modèles avec des virus qui sont d'origine zoonotique, en partenariat avec des médecins vétérinaires. Donc là, j'ai choisi juste sur cette diapositive de vous faire apparaître de façon tout à fait globale, à côté des modèles Ebola et Marburg qui sont quand même assez bien connus. On a aussi des dingues sévères qui peuvent être hémorragiques avec des mécanismes d'éclosion qui sont très différents avec des vectorisations par des insectes. On a Crimée-Congo qui a fait parler de lui plus récemment, auquel on ne s'attendait pas forcément non plus. On a les virus hantavirus qui peuvent donner des syndromes complexes avec atteinte rénale, mais aussi avec des fièvres hémorragiques. Puis on a le virus de Lassa, qui lui est quand même un peu mieux connu avec l'origine des rongeurs qui est bien établie. Tout ça pour vous dire que on a, sous le terme des fièvres hémorragiques virales, une série de virus, de syndromes cliniques, de mécanismes d'éclosion et de risques de pénétration dans les populations qui sont assez différents et qu'il faudra s'acculturer à ces différents mécanismes. Et ça passera par des veilles comme on le fait, mais aussi par des projets de recherche. Et je ferai une allusion rapide en fin de présentation là-dessus. Diapo suivante. Donc, on a fait avec François, qui je crois s'est connecté, s'il est toujours là, un petit exercice de scénario théorique, hein, voilà, et je me suis juste permise une petite information supplémentaire sur la localisation. Donc, François proposait l'histoire d'un patient qui aurait séjourné 3 mois en RDC récemment en famille dans l'agglomération de Bulap, province Kasaï, donc voie léguée où on veut en venir. On restera sur un modèle du genre, et qui a été signalé par un centre hospitalier de proximité, Saint-Dié-des-Vosges, dans les Vosges, qui a téléphoné en maladie infectieuse en sachant que le CHRU de Nancy est ESR national de référence. Donc l'histoire, c'est depuis 5 jours qu'il est revenu de la RDC. Il s'est senti mal et il a déclaré une fièvre le lendemain du retour avec des diarrhées et des vomissements depuis 24 heures. Il va être rapidement classé possible. Donc là, vous avez eu des réunions là-dessus, je ne m'étendrai pas. Et la suite va être d'examiner le risque et la réception d'échantillons à l'ESR national. Diapo suivante. Donc là, vous le savez, je pense tous autour de la table ou de la visio, on a cette alerte. Là, c'était la communication de fin septembre de RDC qui nous dit bien qu'ils ont observé 58 cas, donc 48 confirmés à la fin du mois précédent dans la province dont il est question dans notre scénario, que le case fatality rate est élevé à 63% sur la première estimation des premiers cas, donc évidemment bien alarmant. Tous les âges sont touchés, des vaccinations vont être
organiser et démarrer. Diapo suivante. Pour vous rappeler que le virus Ebola, dont on pensait pendant longtemps qu'il venait des grands singes, et surtout sur un réservoir qui pourrait être la petite chauve-souris frugivore. Et ça a été proposé comme interprétation sur la dernière épidémie d'il y a une dizaine d'années, avec ces petites chauves-souris qui avaient parcouru probablement des milliers de kilomètres pour transférer une souche qui avait légèrement muté de l'ordre de 3%, si je me souviens bien, seulement par rapport à la souche historique, et qui avait déclenché les grosses épidémies à Sierra Leone, etc. Donc là, on va travailler d'après, bien sûr, des recommandations qui nous sont données et qui ont été validées en synthèse du groupe de travail qui vous a été présenté en introduction, avec quand même la phrase qui est la règle à appliquer absolument, que pour ces fièvres hémorragiques virales, qui ne sont pas si bien connues que ça, hors par le CNR, le CNR reste en première ligne du diagnostic de certitude et on essaiera de les aider, vous verrez comment. Diapo suivante. Donc nous, on va organiser essentiellement, comme Morgane le disait en introduction, la gestion le plus vite possible du diagnostic différentiel, de la biochimie et de l'hématologie urgente, et vous présenter ce qui est accessible en termes d'examen biologique dans une première phase et dans une seconde phase. Diapo suivante. Donc là aussi, comme ça a été dit, mais je préfère le souligner à nouveau, il faudra actualiser très régulièrement cette synthèse du groupe de travail émis le mois dernier, puisqu'on est avec des techniques diagnostiques, des présentations de maladies et des souches qui vont varier régulièrement. Et avec donc la feuille de route, c'est la mise à jour au minimum annuel, peut-être qu'elle pourrait être pluriannuelle en fonction de l'épidémiologie. Pour Nancy, pour parler de l'organisation locale d'une façon pratique, on fonctionne sur un petit groupe de volontaires avec l'idée de faire un binôme biologiste-technicien qui devra être actif et habitué à travailler sur ce thème, avec 10 techniciens volontaires et un ingénieur hospitalier qui est assis à côté de moi, et pour qui nous avons, cet ingénieur hospitalier, réussi à libérer un 0,5 ETP, donc la moitié de son temps, tout récemment, va être consacré à la préparation et l'activation de ces techniques. Vous allez voir, ça demande quand même un travail au fil de l'eau qui doit être soutenu par nos ARS et nos CHU. En plus, on a 10 biologistes volontaires, avec en première ligne les virologues, puisque c'est sur leur astreinte que s'active, comme de nombreux endroits, la déclaration d'un cas qu'il faut gérer sur notre site. Et aussi des bactériologistes, puisqu'il faut quand même des connaissances tout à fait poussées pour chacun des pathogènes potentiels. Donc, on ne peut pas avoir toute cette connaissance, il faut vraiment partager les deux compétences. Alors, en cas d'alerte, on va avoir un travail déjà qui est d'appeler sur la liste des volontaires et d'obtenir le plus rapidement possible une réponse positive. Pour ça, on va être accompagné par nos cadres de santé, notre ingénieur hospitalier et le virologue d'astreinte qui travaillent main dans la main, le premier étant le virologue qui active la chaîne des cadres de santé. Après, on a notre binôme qui est disponible. C'est la phase finalement la plus sensible, la plus difficile à démarrer. Une fois qu'on est en place et en organisation, on a une astreinte qui, elle, est organisée, permettra de recaler tous les techniciens volontaires dans leur poste habituel et d'être relayés là-dessus, et surtout d'avoir un financement sur la durée. Hein, c'est parce que le financement n'est pas suffisant qu'on ne peut pas avoir une astreinte non-stop, en tout cas dans notre organisation locale. Diapo suivante. Donc là, c'est juste pour vous dire qu'on a bien sûr une attention toute particulière qui est portée à notre PSM3 dans le L3, qui est donc cette enceinte confinée à l'intérieur du L3 qui nous permet de travailler
des classes 4 et en tout cas la biologie urgente et le diagnostic différentiel dont on va vous parler dans les diapos suivantes. Alors, pour ce qui est de la biologie urgente et des diagnostics différentiels, on a ce personnel qui est formé et entraîné régulièrement à l'habillage, des habillages encore plus, vous savez tous, c'est une phase un petit peu plus difficile, les agents sont fatigués, à la gestion d'incidents en cas d'AES ou d'équivalent, autour du PSM3, qui est aussi un équipement qu'il faut s'entraîner à piloter. Donc, je vais insister là auprès des cliniciens qui sont présents autour de nous sur cette visio. Contrairement aux cliniciens, on est actif sur les alertes, sur une biologie qui n'est pas notre quotidien. D'où l'importance et puis la lourdeur de garder compétents nos personnels là-dessus. Donc, sur l'analyse de première ligne, il y a l'hématologie et la biochimie, les TROD qui sont pour l'instant des tests rapides dingues et palus et qui vont être avantageusement remplacés dès que possible par une PCR type lent pour le paludisme dont on connaît les meilleures performances par rapport au TROD. Et pour la dingue, on va essayer d'activer aussi la biologie moléculaire. Pour l'hématologie et la biochimie, alors, j'ai invité Marie Toussaint et Eline Janson, nos référents. Est-ce qu'elles sont connectées? Oui, je suis là. Donc, Marie, à ce moment-là, je vous laisse présenter cette partie que vous connaissez très, très bien. À vous la parole. Oui, merci. Bonjour. Donc pour la partie hématologie biochimie, on a décidé de pouvoir mettre alors dans le secteur clinique P3, dans la chambre du malade, un petit appareil qui permet de faire des gaz du sang et qui est réalisé par les personnes en charge du malade, donc les cliniciens. Et puis dans le laboratoire, dans le laboratoire L3, hein, on a mis un appareil qui permet de réaliser un hémogramme et sous le PCM, on a mis des appareils qui permettent de faire un bilan de biochimie avec un ionogramme, des enzymes hépatiques, la créate, la CRP, voilà les premiers paramètres de biochimie qui sont marqués comme paramètres d'urgence. C'est avec des appareils qui sont entretenus en dehors du laboratoire L3 pour pouvoir, parce qu'on ne peut pas maintenir un appareil à hémogramme sans le faire fonctionner pendant donc, et qui sont mobilisables dès l'activation du système et déplaçables au sein du L3 en cas d'activation. En ce qui concerne la coagulation, on a eu de longues discussions avec plusieurs personnes qui ont participé à la rédaction du fameux document. Et donc, je me suis tournée vers mes collègues pour avoir l'avis collégial de la Société française de thrombose et d'hémostase, pour dire qu'à l'heure actuelle, on ne dispose pas de tests en sang total qui peuvent être facilement mettables dans un L3 avec les contraintes de place, et cetera, qui sont suffisamment fiables pour donner des résultats qui permettent une bonne prise en charge du patient, avec une petite réserve toutefois sur le dosage du fibrinogène en sang total, qui pourrait être le seul paramètre qui est utilisable actuellement au vu des appareils dont on dispose. Voilà, je vous redonne la parole, Evelyne. Oui, merci Marie. On pourra ouvrir la discussion s'il y a des questions ensuite là-dessus, jusqu'à maintenant. Diapo suivante. Sur cette diapo, je voudrais donner la parole à Thomas Josse, qui est ingénieur et qui va vous attirer votre attention sur disons la gestion du suivi des équipements et leur spécificité sur TRED. Oui, bonjour. Voilà, c'est un petit peu spécifique par rapport aux automates qui puissent ou être déplaçables au dernier moment, donc, qui sont utilisés en routine en labo L2 et maintenus en labo en routine, ou des automates qu'on laisse à demeure dans le PSM3 ou dans le L3
mais qui eux nécessitent peu de maintenance voilà, ou une maintenance assez simplifiée qu'on puisse réaliser nous-mêmes. Donc l'exemple, par exemple, c'est l'extracteur d'acide nucléique Maxwell. Donc on a choisi, c'est un système purement mécanique qui peut ne pas fonctionner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois sans impact. Les maintenances éventuelles ou les interventions sont assez faciles. À l'inverse, pour Pochi et puis Pochi Piccolo, donc de chimie et hémato, c'est des automates qui nécessitent d'être contrôlés régulièrement et de bien marcher le jour où on en a besoin. Donc là, on les laisse en routine et puis on les passe au dernier moment. Merci Thomas. Voilà, alors après, l'installation initiale qui avait été réalisée sur l'alerte 2014-15 Ebola, on a pu petit à petit ajouter l'extraction des acides nucléiques qui sera vraiment primordiale, puisqu'on a beaucoup de modes opératoires qui seront implantés sous l'égide des CNR qui nous permettront d'élargir le panel de tests et de s'émanciper un peu, à vrai dire, des trousses de type multiplex, FilmArray pour ne pas les nommer, avec des tests qui peuvent être rapidement effectués ensuite sur les cinétiques à l'extérieur du L3. On a aussi pu organiser la gestion des monocultures et de FilmArray DCI d'ici les modes qui pourraient être organisés même en classe 4. Et donc, je ne reviendrai pas sur la surveillance en technique des équipements. Diapo suivante. Donc, on est d'accord, hein, on compte beaucoup sur le CNR des tests d'hémorragie virale pour la veille des techniques optimales pour ces tests. On compte sur eux aussi pour pouvoir circuler soit des contrôles vernis parce qu'en fait, nos équipements On ne s'entend pas très bien avec le micro, ça grésille un peu. Ça grésille? Ah voilà, là c'est un peu mieux. Voilà, on l'a un peu tordu. Ça va mieux? Oui, merci beaucoup. Voilà, donc en fait, les échanges avec le CNR des fièvres hémorragiques seront importants dans les deux sens, vers nous, de nous vers eux, mais ça, c'est des choses qui se mettent en place. Diapo suivante. Pour vous dire, voilà, que quand même on avait réussi grâce à la collaboration intergroupe des ESR et à l'occasion des JO, à vrai dire, ça avait été facilitant à obtenir un panel FilmArray qu'on appelle nous le Global Fever étendu, c'est-à-dire que là on est capable de détecter sur des multiplex la plupart des fièvres hémorragiques virales, avec la réserve qui est vraiment bien sûr importante, que toutes les souches ne sont pas couvertes, seules les souches bien connues, historiques et dont les séquences sont parfaitement publiées, évidemment sont couvertes. Donc il y a deux difficultés là-dessus, l'accès difficile aux trousses qui sont rares et chères, et des performances qui sont limitées. En revanche, si on a une détection sur ce type d'appareil et qu'on a une augmentation du nombre de cas, un cluster qui se forme et qui est important, le CNR sera vite débordé, il n'est pas, disons, organisé pour travailler sur des grosses séries. Et à ce moment-là, on pourrait utiliser ces solutions si elles étaient validées par leur expertise. Et ensuite, on introduirait des modes opératoires pour les souches non couvertes. Diapo suivante. Donc, on voulait aussi insister sur le point sensible du maintien des compétences. Comme je vous le disais, ce n'est pas de la biologie ordinaire qui est réalisée au laboratoire le plus souvent en cas de risque d'émergence biologique. Donc, on a organisé 100% de formation initiale sur la première ligne de nos tests et c'est le maintien des compétences qui est un peu délicat puisqu'il faut extraire les techniciens et les biologistes de leur activité habituelle. Donc, vous connaissez la problématique. On a réalisé tous les exercices blancs de tox ou RNL2P qui ont été proposés depuis l'émergence Ebola. On a aussi cette formation qui est largement diffusée annuelle
sur une journée qui pourrait être aussi optimisée sur ceux qui ont déjà eu la première formation pour une formation augmentée en termes d'expertise. Et on a commencé à avoir des visites médicales pour les TLM qui sont extrêmement attentives. On a été un peu étonnés. Nos TLM ont été soumis à des épreuves d'effort. Certains sont pourtant très jeunes et en bonne santé apparente. Alors voilà, donc on va voir un petit peu les critères de suivi par le service de santé au travail sont en train d'être établis et sans doute augmentés pour leur vigilance. Diapo suivante. Donc là, je voulais juste quand même prendre 2 diapos avant de m'arrêter, de passer la parole à Quentin sur la recherche collaborative. Donc c'est vrai qu'on a tous envie, si on a à gérer ces risques majeurs, d'être peut-être mieux préparé que ce qu'on a vécu il y a quelques années tout récemment pour travailler dès le départ le mieux possible. Donc on anticipe de plusieurs façons pour des raisons financières, parfois en locaux régional et parfois soutenues par des appels à projets sur le plan national et international, des collaborations entre médecins, l'hôpital, des biologistes sur le territoire et à l'extérieur du territoire, en particulier en Europe. Et on se rapproche de chercheurs où on est affilié à des unités de recherche, comme c'est le cas à Nancy, qui travaillent beaucoup avec des vétérinaires qui sont des microbiologistes de l'environnement et qui en particulier travaillent sur des virus à dispersion digestive avec, vous savez, comme pour SARS-CoV, la possibilité d'avoir un marqueur d'anticipation de l'émergence d'une part, mais aussi des informations sur la dispersion d'agents par voie digestive et par les eaux qui pourraient être infectieux. Donc là, on a des programmes locaux qui sont soit des programmes qu'on avait annoncés déjà avant Covid ou qu'on a annoncé pendant Covid avec le BEPIN pour les EIG. On se tourne vers les virus respiratoires aussi, parce que ces virus, comme la grippe, le VRS, sont à dispersion digestive aussi à la demande des autorités sanitaires en format national ou Europe. Diapo suivante. Et en fait, c'est la petite phrase qu'on voulait ajouter avec notre unité CNRS à laquelle nous sommes rattachés et qui on discute beaucoup, c'est qu'il faudrait organiser très tôt, en plus de ce à quoi on pense en clinique maintenant à l'hôpital, sur les collectes d'échantillons chez les patients, aussi des collectes d'échantillons dans l'environnement quand c'est justifié, hein, quand la pathologie de la maladie peut justifier l'effort, pour implanter très vite des modes opératoires sur lesquels on a maintenant quand même pas mal d'entraînement, les adapter à l'agent infectieux émergent. Par exemple, pour Ebola, hein, pour rappel, émission du virus par sang, salive, urine maternelle, sperme, sueur, sel, vomissement, il y a urine et sel, et donc il y a des virus qui sont déversés dans l'environnement pour travailler sur ces prélèvements d'échantillons, en particulier en environnement hybride. C'est quand même très exigeant, il faut travailler en amont et la métagénomique est encore plus compliquée que dans des matrices complexes venues de l'homme. Donc, il y a un travail préparatoire à imaginer sur lequel, bien sûr, nos interactions cliniques et biologiques de l'environnement seraient extrêmement pertinentes pour ensuite évaluer la prévention et la thérapeutique comme c'est notre priorité au sein des CHU. Voilà, moi, je m'arrêterai là. Diapo suivante, ça doit être soit celle de Quentin, soit juste pour remercier bien sûr nos équipes, le laboratoire, le pôle, la virologie, la bactério, plutôt que de dire des noms, j'ai cité les spécialités, bien sûr, nos gouvernances et qui globalement font de leur mieux, elles aussi, pour nous soutenir. Voilà, donc je propose que Besançon prenne la parole. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Merci pour ce temps d'échange. Donc, quelques mots sur l'organisation de l'ESR régional, cette fois à Besançon. Toujours sur l'aspect laboratoire. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a globalement pour faire l'état des lieux à Besançon sur l'organisation REB? Il y a quelques points forts, il y a quelques points faibles aussi, vous vous en doutez. Dans les points forts, on a 2 LSB3 qui sont totalement indépendants, un qui est plutôt dédié à la bactério et l'autre à la viro, sur lesquels on a greffé effectivement cette activité REB. Donc ça, effectivement, c'est tout à fait intéressant. On a un PSM3
depuis cet été, qu'on ne maîtrise donc pas encore pleinement, on va dire. Évidemment, les équipements de protection individuelle, de quoi faire de la biochimie sèche, le TROD paludisme, on va avoir le TROD dingue, mais on ne l'a pas encore. De quoi faire de la biologie moléculaire sur le même étage, mais malheureusement hors LSB3, on va en reparler. Et puis sur l'aspect ressources humaines, nous avons 2 lignes d'astreinte biologique, donc 24-24, une ligne viro-parasito et une ligne avec la bactério et les hygiénistes hospitaliers. Alors là, c'est pour frimer un peu, on vous a mis quelques photos, hein. Donc sur la gauche, c'est une manipulatrice dans le PSM3, et puis sur la droite, vous pouvez voir le petit automate de biochimie sèche avec le prélèvement qui arrive en triple emballage 28-14 et les biologistes en équipement de protection individuelle. Je ne vais pas m'attarder sur ça. On va passer au point faible. Donc, il y a des paramètres que nous n'avons pas sur la biologie courante, notamment les plaquettes, notamment, on en parlait juste avant, l'hémostase, les transaminases. Donc ça peut être effectivement un problème. L'aspect biologie moléculaire, eh bien, on reste pour le moment, sur un schéma d'inactivation de l'agent pathogène dans le réactif de lyse du kit d'extraction des acides nucléiques, avec une question qu'on se pose depuis des années. Est-ce que réellement ça inactive pleinement l'agent pathogène? On a vraiment peu de réponses. Pour essayer d'avancer un petit peu sur ce sujet compliqué, on va déployer une étudiante de Master 2 cette année spécifiquement sur cette thématique. Et puis, ce qu'on n'a pas non plus dans le LSB3, c'est l'automate d'hémoculture. Dernier point faible, on en a parlé avec Evelyne juste avant, c'est la formation habillage-déshabillage et l'habilitation du personnel et le maintien des compétences qui est encore incomplet. Alors, on a individualisé 3 scénarios, 3 scénarios comme vous voulez, de ce qui pourrait se passer. Le plus simple étant celui-ci, c'est un petit peu le scénario théorique, c'est-à-dire un patient qui va être étiqueté en cas probable avant son admission au CHU de Besançon, donc il est encore à domicile, ou éventuellement il vient d'arriver dans un CH, mais il n'y a pas encore de prélèvement biologique. Et là, le patient va être transféré vers le P3 clinique de Nancy, via un transfert SMUR. Donc là, le rôle du virologue, il est plutôt limité, voire absent, sinon éventuellement à faire du lien avec le SR national, avec le CNR des fièvres hémorragiques, éventuellement dispenser quelques conseils d'hygiène si on nous les demande, mais enfin, ça reste quand même très limité. Donc ça, c'est le scénario un petit peu idéal. Mais on ne vit pas toujours dans un monde idéal, même à Besançon. Donc, on a prévu d'autres scénarios possibles. Un scénario qui serait un cas jugé probable, mais un petit peu à distance de l'admission, c'est-à-dire là, le patient est arrivé, les prélèvements ont été réalisés, mais les prélèvements n'ont pas encore été adressés dans les différents secteurs du laboratoire. Alors, ça peut vous sembler improbable comme ça, mais on a eu exactement ce cas il y a quelques années, juste avant Covid, à Besançon. Donc, le patient dans le box des urgences avec ses prélèvements, les prélèvements pas encore partis. Donc là, le rôle de l'équipe REB et des virologues, ça va être d'aller récupérer ce prélèvement, alors évidemment dans les conditions d'hygiène adaptées, de le désinfecter, de préparer le triple emballage 28-14, le transport agréé vers le CNR des fièvres hémorragiques virales. Donc tout ça en concertation avec le CNR, avec le SR national de Nancy également. Donc ça pour avoir le diagnostic de fièvre hémorragique ou pour écarter ce diagnostic. Et puis, selon ce contexte, dans le scénario, on peut soit le patient part effectivement vers Nancy, comme évoqué sur le scénario précédent, soit nous avons besoin en urgence de faire quelques analyses parce que le patient est instable. Et dans ce cas-là, effectivement, ce sera localement TROD palu, TROD dingue qui va être là dans quelques temps, et puis les paramètres de biochimie et un tout petit peu d'hémato. Et puis le troisième cas, c'est le cas qu'on n'a pas envie de voir, c'est le patient qui va être classé cas probable un peu trop en retard, c'est-à-dire là, il est dans une chambre, les prélèvements ont été adressés un petit peu partout dans le secteur du laboratoire, et dans ce cas-là, on va avoir 2 missions à mener en parallèle. Une première mission, c'est d'aller récupérer un tube
toujours en règle d'hygiène adaptée pour envoyer en transport 2814 vers le CNR pour faire le diagnostic. Donc c'est exactement pareil qu'avant, mais on a une deuxième mission qui n'est pas simple du tout, c'est d'aller repérer où sont les prélèvements dans le laboratoire, d'aller les sécuriser, donc stopper l'activité en cours, éventuellement évacuer tout ou partie du personnel pour aller récupérer ces échantillons, les mettre de côté, désinfecter les surfaces et le matériel. Et pour les biologistes, vous savez la contrainte effectivement qu'on a si c'est passé sur un automate, que les fournisseurs ne s'engagent pas sur les principes de décontamination. Donc il va falloir statuer pour effectivement prendre le moindre risque possible, tout en faisant repartir l'activité du secteur biologique assez rapidement pour pas impacter quand même trop le reste des patients. Et puis, là, ça sera plutôt un travail pour les cadres hospitaliers, identifier dès le jour J l'ensemble du personnel qui a été potentiellement exposé à ces prélèvements. Donc, sur ce troisième scénario, celui qu'on craint le plus, il y a une grosse place pour l'analyse de risque à différentes étapes, ce qui fait qu'on ne peut pas élaborer vraiment une procédure qui pense à tous les cas de figure parce qu'on a vraiment une mission d'analyse de risque et de coordination important entre nous. Donc voilà, pour les 3 scénarios possibles, je vais laisser place à la discussion. Je souhaitais pas rajouter d'autres choses, donc je vais remercier tout le monde. Et